Bonsoir et bienvenue dans ce nouveau numéro de la saison 3 de Spacehack, le premier space dédié aux doyens des clubs français. Au programme ce soir, nous reviendrons bien évidemment tous ensemble sur le match opposant le HAC au PSG. Mais ce n'est pas tout, car ce soir, je vais également confier une mission compliquée à mon équipe. Me remonter le moral. Oui, chers auditeurs, je suis en pleine déprime depuis 10 jours après cette lourde défaite contre le Stade Rennais. Moi, le leader de la team Bisounours. Alors, pour relever ce défi, j'ai besoin de ma Dream Team. En bon capitaine, il a montré la voie en allant encourager le HAC au Parc des Princes. Enfin, encourager. Il était au milieu des Parisiens, donc ce fut discret, mais il était là quand même, les amis. Romain est à nos côtés ce soir. Bonsoir, Romain. Salut, bonsoir. J'étais pas très loin du parquage, mais j'avoue que c'était un peu hostile si je commençais à fêter quoi que ce soit pour le hack. Tu nous en parleras tout à l'heure de ces petites anecdotes. C'était fort sympathique, a priori. Je rêve d'un vlog pour célébrer le maintien du HAC et ce soir, j'espère qu'il va me convaincre qu'il pourrait y en avoir un. Le vidéaste préféré des Marines est avec nous ce soir. Bonsoir Thomas. Bonsoir, évidemment qu'on va faire un vlog pour le maintien. J'aime quand une émission démarre comme ça. Lui, il n'était pas au parc, mais il compte bien faire partie des chanceux qui seront à l'Abbé des Champs la semaine prochaine. JC est également là ce soir. Bonsoir JC. Bonsoir Guillaume, bonsoir à tous. Toi, tu préfères les stades champêtres qu'aux gros stades bling bling made in Qatar, hein, c'est ça, toi? On va dire ça, Alors Clément il est pas là, mais je vais quand même faire sa présentation. Au début de saison, je n'aurais pas misé sur lui, mais ce soir, je sais qu'il sera un des meilleurs pour me remonter le moral. Bah, pour l'instant, c'est foutu puisque Clément n'est pas encore là. Et l'homme sage de l'équipe, le thérapeute en chef, celui qui a une voix de crooner ce soir. Lui aussi, il va me guider vers l'espoir. Vivien est des nôtres. Bonsoir Vivien. Salut à tous. Oui, présent. Toujours en mode bisounours, vous inquiétez pas, y a pas de souci. Ouais, est-ce que le leader de la team Bisounours, il a pris une claque il y a 10 jours là, il a besoin de toi là. Mais Spessac, c'est avant tout votre émission, celle qui donne la parole à tous les supporters qui le veulent. Alors n'hésitez pas à faire une demande d'intervention en cliquant sur le micro en bas à gauche et nous vous ferons entrer dans les débats à n'importe quel moment. Et n'oubliez pas également le hashtag Spessac pour interagir avec nous et bien sûr le chat lié au Space. Et ce soir, pour commencer, faisons donc ensemble un bref retour sur le match qui a opposé le PSG au HAC samedi après-midi à 17h devant 1000 Havrais qui avaient fait le déplacement et qui ont fait énormément de bruit au passage. Encore une fois, bravo à la communauté havraise, à la Fédé et aux différents groupes de supporters pour le travail remarquable et remarqué cette saison. Ouais, c'était vraiment incroyable pour ceux qui n'avaient pas la chance d'être au parc. Bah, on vous a entendu les gars et c'était vraiment exceptionnel. Bravo. Donc au départ de cette rencontre, le coach Zigard avait décidé de muscler son milieu de terrain en titularisant Touré, Diawara et Mwanga, nos deux recrues hivernales, choix qui ne s'est pas avéré payant en Romain. Ça dépend, pourquoi on dit pas payant? Ça dépend, c'était quoi le projet de Digard. Si c'était ne pas prendre de valise, bah le choix il s'est avéré payant. Après oui, si c'était si tu dis par rapport à l'animation offensive qu'il n'y a pas eu en première mi-temps en tout cas, oui, on peut dire que c'est pas payant, mais je pense que non. S'il a choisi de muscler son milieu de terrain, c'est pour répondre à ce qu'il y avait ou essayer de répondre à ce qu'il y avait en face. Faut pas oublier que c'est le PSG, même si c'était l'équipe qu'on peut qualifier d'équipe B si on veut, mais cette équipe B pourrait certainement battre n'importe quel club en France aujourd'hui. Donc non, je suis pas d'accord avec enfin pas payant, payant parce qu'on est reparti sans la valise. Ça y est, tu cherches les noises dès le début de l'émission. Ben oui. Non mais y a pas de souci. Avec Clément, on avait fait le constat quand même en off assez vite tous les deux que l'équipe avait bien besoin de Yacine Keshta et d'André Ayoub pour donner un petit peu de peps, tout ça en première mi-temps. Romain, je te laisse le micro. Qu'est-ce que tu penses toi? Est-ce qu'on aurait eu besoin peut-être de ces joueurs-là pour justement être plus productif devant justement? Non, encore une fois, on sait pas ce que Digard avait en tête, donc je suis désolé, mais rentrer 1-0 à la mi-temps, on peut pas dire que ça n'a pas fonctionné. Enfin, c'est le PSG en face, encore une fois. Oui, si vous parlez d'animation offensive, bien sûr que on a bien vu la peur en seconde période des joueurs que tu as cités, mais il était pas urgent de les mettre sur le terrain. Encore une fois, tout dépend du schéma de jeu qu'avait prévu, du plan de jeu qu'avait prévu Digard. Eh ben, Thomas, j'aimerais ton avis par rapport à ça. Est-ce que toi, tu as été satisfait de cette première mi-temps puisqu'à priori, Romain, si je me plante pas, tu avais l'air plutôt quand même satisfait de ce que j'entends
de ce que tu as vu sur le Non, terrain. mais on peut pas être satisfait dans la production du jeu, mais encore une fois, c'est pas à nous de le faire, là. C'était pas à nous de le faire. Ouais, complètement. Enfin, moi personnellement, j'ai vraiment trouvé l'équipe complètement dépassée, plutôt spectatrice en tout cas. Le PSG faisait ce qu'il voulait. Je sais pas quel est ton ressenti, Thomas, par rapport à ça. Moi, en tout cas, quand j'ai vu le premier but arriver, je me suis dit ça y est, on va prendre une valise quand même. Ah oui, en première mi-temps, on était aux fraises, on prenait vague sur vague. Sur les choix de départ, bon, de toute façon, l'avant-centre, je suis pas sûr que ça aurait changé grand-chose. J'aime beaucoup la grinta d'André Ayew, mais enfin voilà, avec les vagues qu'on prenait, avec quasiment le refus de jouer en première mi-temps qu'on a montré, que tu mettes Ayew ou Assad, de toute façon, il va y avoir 3 ballons à toucher en 45 minutes, donc je suis pas sûr que c'est là. Par contre, ouais, Touré pour Keshta, ouais, j'aurais peut-être tenté plutôt Keshta d'entrée, je sais pas. Enfin, Touré m'a paru vachement perdu rapidement. Je trouvais que ça allait trop vite pour lui. Donc peut-être que de ce côté-là, oui. Après, effectivement, en première mi-temps, je pense qu'on a tous eu peur d'une valise vu les vagues et les déferlantes qu'on prenait. Et si on n'avait pas eu un grand gardien, enfin, c'est clairement Gorgelin qui nous laisse dans le match, oui. Ben, justement, en parlant de Mathieu Gorgelin, j'y sais, c'est pas le même mec qu'on a vu à Rennes contre Rennes que contre le PSG. Là, c'est son clone, je sais pas. Il a été exceptionnel quand même. Ouais, il a été très très bon. Moi personnellement, j'étais pas forcément inquiet pour ce match à Paris parce que quelque part, qui tu peux mettre en tant que gardien face à Paris, tu sais qu'il va être sollicité. Donc c'est quand même plus facile, je pense, de mettre un gardien en confiance quand il est sollicité, quand les gants sont chauds, etc., plutôt que l'inverse. Moi, le problème de Gorgelin, c'était contre Rennes, mais c'était son jeu au pied. C'est le jeu au pied qui l'a mis en difficulté. Mais après, on peut pas dire que c'est un gardien qui fasse des boulettes, avec ses mains. Donc non, je savais qu'il allait faire son match et heureusement qu'il a fait son match. Ça le remet en confiance, notamment pour les quatre prochains matchs. Globalement, merci JC. Globalement, Vivien, toi, qu'est-ce que tu as pensé de cette première mi-temps côté hack? Bah, globalement, moi je trouve que effectivement le contenu n'était pas forcément très satisfaisant. On sentait que l'équipe avraise était un petit peu timorée, même beaucoup timorée, mais faut aussi mettre ça en perspective avec le match du dimanche précédent contre Rennes, où on a pris une valise. Je pense qu'il y avait certainement une grosse difficulté pour l'équipe avraise de se mettre en confiance. Je pense que c'était plus un round d'observation la première mi-temps. Ils voulaient voir un petit peu, certainement voir comment allait réagir l'équipe du PSG, comment eux ils allaient pouvoir résister aux attaques parisiennes. Donc on les a sentis un petit peu le cul entre deux chaises, à pas savoir trop quoi faire. Est-ce qu'il fallait attaquer en prenant le risque de se découvrir et de subir les contres parisiens, ou de rester derrière à rester en défense? Et puis voilà, donc et la seconde mi-temps, je les ai trouvés vraiment, pour faire un peu la transition, je pense qu'ils ont vu que ils ont pris un but, certes, ils ont subi des occasions, mais ils se sont dit tiens, allez, maintenant faut y aller. Puis ils ont vu que Gorgelin était certainement dans de bonnes dispositions ce jour-là, et qu'ils pouvaient compter sur lui pour justement annihiler les attaques parisiennes. Donc voilà, j'ai pas été déçu dans le sens où j'attendais pas forcément beaucoup plus. J'espérais simplement ne pas prendre une valise, ne pas prendre 3-4 buts dès la première mi-temps. Là-dessus, j'étais satisfait parce que ça n'a pas été le cas. Et sur la suite du match, on va le commenter tous ensemble. Je te laisse piloter ça, Guillaume. Tous ensemble, comme tu veux. Tous ensemble. Moi, j'ai juste j'avais envie de revenir sur allez, entre guillemets, un petit dossier sur cette première mi-temps. On a eu un débat en off avec mon ami JC sur UT et sur la défense centrale notamment, parce que UT a perdu quand même 2-3 ballons très dangereux près de la surface qui auraient pu nous coûter très cher, surtout quand tu joues le PSG, tu fais pas ça, faut pas. et JC a défendu tant bien que mal Etienne UT. Moi, j'étais plus partisan de Renoir Sanganté. T'es toujours favorable à la titularisation d'Etienne UT plutôt qu'Arona, toi? Ouais, je persiste et je signe. Non, mais en fait, j'ai surtout un problème avec Sanganté. Là, depuis son retour de blessure, il est re-blessé. Le problème, c'est qu'il est incapable de terminer un match. Et on est en Ligue 1, mais franchement, à ce niveau-là, c'est rédhibitoire. Tu peux pas changer un défenseur à chaque match à la 60e, c'est pas possible. Donc là, effectivement, UT, il a été mis sur le banc là quelques matchs.
Il a fait un retour, on va dire, notamment la première mi-temps, on peut qualifier de très compliqué, des soucis à la relance. Après, il a ses qualités. Il a quand même un gabarit impressionnant. Il prend de la place dans la surface. Certes, il est quelque peu naïf, notamment au deuxième but, je trouve. Mais moi, il me rassure plus que Sanganté, qui est plus dans la quelque part plus dans la panique que sans Youté serait plus plutôt un côté nonchalant, mais qui aurait tendance aussi à rassurer. Et je trouve qu'il forme un très bon binôme avec Lloris. Et il faut pas oublier, vous savez, l'action de Casimir quand il part côté droit face au but, il veut remettre et malheureusement il remet mal à Kuka pour conclure l'action. C'est quand même Youté qui le lance dans la profondeur. Et la passe qu'il fait, une sorte de passe laser qui casse de ligne, elle est magnifique. Et je suis désolé, il y a quand même très peu de joueurs qui est capable, comme ça, en un écart de génie, de faire quelque chose de beau. Et ça, il faut pas s'en priver. Eh ben, dis donc. Vivien, tu voulais réagir sur ce que disait JC par rapport à nos défenseurs centraux? Ouais, par rapport à Youté, moi j'ai quand même une petite préférence pour Sanganté, parce que Youté, moi ce qui m'énerve au plus haut point, ce sont ses relances qui sont, il manque d'attention, il relance facile, à 2-3 reprises, il a repassé les ballons dans les pieds des joueurs parisiens et il les a mis dans une merde pas possible. Alors certes, il coupe bien les trajectoires, je le trouve. Sur les balles qui viennent des côtés, souvent il est là pour intercepter de la tête ou d'un pied des balles qui sont dangereuses. Par contre, dans la relance, c'est juste catastrophique et il donne cette impression, comme tu disais, JC, une impression de nonchalance. Alors je sais pas si c'est une nonchalance réelle, une nonchalance si c'est réel ou pas, mais de l'extérieur, quand on est spectateur ou téléspectateur, moi j'ai des envies de l'insulter quand je vois ça. Pourtant, je le fais pas mais faut avoir les nerfs accrochés parce que ça se demandait s'il est vraiment concerné par ce qui se passe sur le terrain, quoi. Et alors Sanganté, d'un autre côté, lui, effectivement, il a peut-être des défauts niveau intervention défensive ou relance aussi. Par contre, lui, je le sens investi, quoi. On peut pas dire que sur le terrain, il fasse semblant et que il fasse les choses à moitié, que le projet de maintien du HAC, ça soit le cadet de ses soucis. Je me trompe peut-être, mais Youté, des fois, j'ai vraiment la mauvaise, le sentiment que bon, il est sur le terrain, mais il est là, mais un peu par hasard, quoi. Ouais, il faut rappeler quand même qu'il a eu un transfert avorté l'été dernier, je crois, à Offenheim, enfin en tout cas, il n'avait pas souhaité rejoindre Offenheim de mémoire, et qu'après, il est resté au HAC. Je pense qu'il fait partie des joueurs qui auraient dû partir à l'intersaison, en tout cas au mercato hivernal comme les autres. Je suis de ton avis, Vivien, que complètement. Pour moi, il a partie pas de la charrette, mais des joueurs comme Targaline, comme Opéry. Des joueurs qui ont fait beaucoup de bien au HAC à une époque pas si lointaine, l'année de la montée et l'année dernière pour le maintien, mais qui cette année sont plus dans le projet et on sent que Youté fait partie de ces joueurs dont il aurait peut-être fallu se séparer. Alors après, peut-être que ça n'a pas été possible parce que on n'a pas eu une proposition financière suffisamment digne pour le laisser partir, mais parce que peut-être aussi parce que le club, la direction sait qu'il a une certaine valeur marchande et que il pouvait peut-être en espérer peut-être attirer un peu plus d'argent au mercato estival. Mais là, on a embêté. Limite, moi, j'aurais préféré garder Salmier, perso. Je trouvais que Salmier était beaucoup plus régulier que Youté. Youté, moi, il me fait peur à chaque fois. Moi, quand je vois sur le terrain, je suis jamais rassuré. Alors Salmier, certes, il est peut-être il a le potentiel est moindre, mais à côté de ça, moi, je le sens un peu plus sécure, quoi. On a fait. Il y a Clément qui nous a rejoint. Bonsoir Clément. Bonsoir, ça va? Ça va et toi? Ça va. On parlait des défenseurs centraux et toi on se demandait qui mettre à la place et toi, juste petite parenthèse, tu nous as parlé de Aliou Thiaré, c'est ça, qui est à Nancy? Ah oui, mais ce sera pas pour cette saison, pour la saison prochaine. Bah non, mais il nous ferait du bien. Ça serait le genre de joueur qui nous ferait du bien. Il va être sûrement élu parmi les meilleurs joueurs de national, voire peut-être le meilleur. Et si Nancy monte, et c'est vraiment un très, en tout cas, il fait une très grosse saison du côté de Nancy. Mais moi, pour répondre à la question, j'aurais tendance à mettre ni Sanganté ni Youté. Perso, moi, j'aurais tendance à mettre Mwanga en défense centrale. Eh ben, on peut en parler. On va parler de la deuxième mi-temps après, mais effectivement, Mwanga, il a joué combien de temps là en deuxième mi-temps contre le PSG en défense centrale? 10 minutes? 20 minutes, ouais, 20 minutes, je pense. 20 minutes?
Honnêtement, je le trouvais vachement rassurant et en tout cas très à l'aise et en confiance derrière. Je sais pas ce que vous en avez pensé, les gars, mais on peut en Complètement. parler. On peut faire Ouais. une parenthèse. Totalement d'accord avec Clément. Moi, j'ai trouvé très intéressant mon gars en défense centrale. Je crois que pour le match contre Rennes, il avait déjà aussi à un moment donné en fin de match descendu en défense centrale. Et je l'ai trouvé très mobile, très décisif, très dans ses interventions et il est capable balle au pied de casser une ligne et de se projeter. Chose que ne fait pas Youté. Youté, lui, il prend le ballon, puis bien souvent, il refait une passe en arrière, il fait une passe à un latéral ou à son gardien, il ralentit le jeu. Alors que mon On est gars, couvert ou pas? il prend des initiatives, quoi. Donc ouais. Par contre, si mon gars joue en défense centrale, ça veut dire qu'il va falloir se priver de lui dans le milieu de terrain, quoi. Donc c'est un choix cornélien. Ça marche. Clément, je me suis permis de couper ton micro, cher ami. Excuse-moi. Oui, désolé. Non, il y a pas de souci. Oui, non, mais t'inquiète pas. Thomas ou Romain, qu'est-ce que vous avez pensé vous du passage de Manga derrière? Plutôt intéressant. On a vu les dernières semaines un autre joueur, par exemple, changer de côté. C'était Pembele, passer de droite à gauche et qui a été vraiment performant. Là, Manga recule d'un cran en défense centrale. Il apporte en tout cas quelque chose. Est-ce que vous pensez que c'est une solution qui peut être intéressante pour cette fin de saison? Alors sur ce qu'il a montré au parc, on peut dire oui, mais il reste très peu de matchs et c'est pas enfin pour moi c'est pas le moment de chercher des solutions. Je pense qu'il vaut mieux s'appuyer sur ce qu'on fait depuis le mois de janvier, mais je suis partagé, oui. Si on regarde ce qu'il a fait samedi, oui, pourquoi pas, mais voilà, c'est que 20 minutes, quoi. Quand tu vois la perf de Youté qui est plutôt, enfin moi quand je le vois à la balle au pied, je flippe quoi. Je sais pas vous, mais il dégage pas de l'assurance. Mais Manga, c'est son poste de formation. Il est défenseur central, il a joué défenseur central à Bordeaux, donc c'est pas un nouveau poste pour lui. Moi, honnêtement, quand je vois le match de Sankanté, et le pire, c'est Youté. Youté, franchement, depuis le début de la saison, il y a eu des hauts, mais il y a beaucoup de bas. Pour moi, je comprends pas qu'il y ait encore débat. Honnêtement, je pense que en plus Diawara qui est pas si mauvais que ça, il le met sur le banc pour pouvoir avoir un mettre Keshta. Donc honnêtement, mettre Manga défenseur central, tu pourrais mettre Keshta, Diawara et Touré au milieu. Ouais, c'est pas complètement. si mal que ça, quoi. Complètement. Donc why not. Enfin bref. En tout cas, mi-temps 1-0 pour le PSG. Au retour des vestiaires, donc les Havrais revenaient avec de meilleures intentions. En tout cas, compliqué de faire pire, j'allais dire. J'allais relancer Romain, mais Romain, il était plutôt quand même satisfait effectivement du résultat 1-0. Mais voilà, les Havrais revenaient quand même mieux avec moins observateurs, on va dire, plus acteurs de cette mi-temps. Qu'est-ce que tu en as pensé, toi? Du coup, c'est moi que tu relances quand même? Ouais, j'ai envie, ouais. Non, mais je leur dis encore une fois, bien sûr que je suis satisfait du résultat à la mi-temps, mais pas forcément du contenu, mais du résultat quand on voit les vagues qu'il y a eu. Et oui, tout à l'heure, je peux pas parler de Mathieu, mais bien évidemment, il est largement acteur de ce résultat à la mi-temps. Qu'est-ce que j'ai pensé de la seconde? C'était ça ta question? Oui, Ou le début de seconde période? Ouais, c'est ça, de l'entame de la seconde Ouais, mi-temps. de l'entame. Oui, non, mais après, quand on est mené qu'1-0 au parc à la mi-temps, je pense qu'on peut se dire peut-être. Alors, j'entends plus Romain. Je sais pas si vous l'entendez. Je suis là. Tu t'entends, ok, super. Je disais, ouais, quand on est mené qu'1-0 à la mi-temps au parc, on peut se dire qu'on a déjà passé 45 minutes. Et que maintenant on a le droit de croire qu'on peut tenter quelque chose. Donc c'est certainement ce qui s'est dit dans le vestiaire, ou en tout cas avec un discours de motivation. Et oui, on a vu des joueurs avec une autre mentalité, une autre façon d'aborder le match. Mais je pense aussi qu'ils s'étaient dit ça encore une fois dans le plan du match, et de se dire, bah voilà, si au bout de 45 minutes il n'y a pas la valise, et on est en droit d'espérer de faire quelque chose. Ouais, tout à fait. Malheureusement, les Ciels et Marines ont été cueillis à froid quand même. Dès la 50e, juste après le retour des vestiaires par un but de Ramos, 2-0 pour Paris. Mais ça n'a pas empêché nos Havrais quand même de se mettre à jouer au foot, en tout cas d'une autre manière en cette seconde mi-temps. Thomas, qu'est-ce que toi tu as pensé donc de cette seconde mi-temps de nos Ciels et Marines?
Ah bah la deuxième mi-temps était effectivement bien plus intéressante côté Havre. Enfin, en même temps, effectivement, comme on disait, la première était tellement rachitique de notre côté que c'était difficile de faire pire. Mais voilà, on aurait pu enchaîner deux mi-temps où on se faisait marcher dessus, pilonner pendant 90 minutes et ça n'a pas été le cas. Ils sont ressortis avec effectivement plus d'intention, plus de projection vers l'avant, plus envie de faire du jeu, peut-être aussi envie d'aller un peu plus faire mal aux Parisiens, peut-être un peu moins les respecter et essayer d'un peu plus les agresser. Donc voilà, c'était beaucoup plus intéressant dans le contenu. De là à avoir des regrets, comme disait Didier Ligard à la fin, je suis pas sûr parce que je pense pas que voilà, je vois pas comment on aurait pu. Enfin, si on aurait pu gagner ce match, mais enfin, en tout cas faire match nul. Mais voilà, Paris était largement supérieur, ils ont fait ce qu'ils avaient à faire, nous on a fait ce qu'on a pu et on revient avec l'essentiel, c'est-à-dire pas prendre de valise. Mais voilà, au moins sur la deuxième mi-temps, on fait jeu égal au niveau du score, on fait à peu près jeu égal dans le jeu. En tout cas, on était bien plus consistant, donc voilà, c'est rassurant aussi de voir que sur 45 minutes, tu as été capable d'embêter un petit peu Paris, de titiller un peu Paris quand t'as Marseille ou Monaco qui se profilent. Donc ça, c'est voilà. Je pense que surtout pour la préparation du prochain match cette semaine, c'est intéressant d'avoir fait ces 45 minutes là. Justement, le renouveau en tout cas de cette équipe sur la deuxième mi-temps a été quand même récompensé assez rapidement par un joli but de Issa Soumaré sur corner à la suite d'une remise de la tête de Ahmed Hassan à la 60e. Pour toi, est-ce que c'est un retour au score logique? Logique, ouais, quand même, parce que on était sur un temps fort. Puis on sait là depuis quand même quelques mois, on marque assez régulièrement. D'ailleurs, on est sur une grosse série de buts marqués d'affilée. Après, bon, faut pas oublier qu'on joue Paris à Paris. Enfin, c'est toujours compliqué ce type de match. Le 2-0, le 2-0 a pu faire croire aux Parisiens que le match était plié. Et donc, à un moment donné, effectivement, ils sont quand même mis à beaucoup moins presser et à beaucoup moins jouer. Et derrière, nous, on était plus entreprenants. Et quelque part, c'est la logique du foot de marquer comme ça, d'être compensé. Et surtout sur un corner, c'est quand même chose qui est assez intéressant. Sur un corner de Casemir, on marque peu sur corner, donc non, je trouve que c'est bien, c'était très bien. Mais quelque Ouais, c'est part, ça vrai nous a que permis de continuer à y croire pour cette fin de match. ouais, je te rejoins. C'est vrai que le hack marquait pas mal sur corner il y a quelques années, j'allais dire de ça, je trouve, avec notamment Ligue 2. Et là, c'était plutôt intéressant qu'on marche sur cette phase de jeu. Je voulais profiter de ce but justement pour revenir sur un joueur en particulier, sur Ahmed Hassan. Vivien, j'ai l'impression, je sais pas si d'autres le partagent, j'ai un peu l'impression qu'il a disparu des radars sur les derniers matchs. Voilà, il est moins vu, moins visible, il apporte moins que ce qu'on pourrait attendre de lui. Je sais pas ce que tu en penses toi. Ouais, alors c'est vrai que depuis qu'il est arrivé, je le trouve pas forcément flamboyant dans le jeu, dans le sens où il a surtout un jeu en remise, mais il participe, il presse, mais il participe pas énormément au jeu offensif. Par contre, il est capable sur un geste d'avoir une occasion ou de faire une passe D. Rappelez-vous le but de Pembele, le 3-2 contre Nantes, c'est Hassan qui fait une sorte de reprise un peu acrobatique que Lopez repousse difficilement et Pembele surgit pour marquer le fond des buts. Là, s'il fait une passe D, enfin une belle tête pour Soumaré. Donc c'est le joueur d'attaquant qui se fait oublier dans un match, mais qui est capable à un moment donné de sortir et de proposer un geste décisif. Alors c'est vrai, par contre, c'est pas très satisfaisant au niveau du contenu. C'est vrai qu'il c'est pas le mec qui est capable de dribbler trois joueurs ou de prendre la profondeur. C'est un profil qu'on n'avait pas jusqu'à maintenant et ses stats sont correctes, on va dire. Mais par contre, il est intéressant dans le sens où il apporte une solution de repli à Ayou qui était un petit peu trop seul avant le mercato d'hiver. Et qui souvent était mis titulaire et était complètement cramé au bout de 65-70 minutes. Et on n'avait pas de joueur véritablement avec le même profil. Donc c'est bien d'avoir justement Hassan, deux joueurs qui ont un profil assez proche et qui peuvent se substituer en fonction des choix tactiques de Liga. Ouais, merci beaucoup Vivien. Quelqu'un d'autre veut réagir sur Ahmed Hassan? N'hésitez pas les gars. Ça marche. Clément, avant que tu arrives, justement, je disais qu'en début de match, tous les deux, on discutait du fait que Keshta et Ayou
notamment sur la compo de départ. Justement, 4 minutes après la réduction du score, Didier Digard justement a fait rentrer André Ayew et Yacine Keshta. Est-ce que, selon toi, ça s'est ressenti sur le terrain dans le jeu du hack, ces deux nouvelles entrées? Bah, après, c'est sûr que c'est surtout Paris qui a baissé un petit peu d'intensité, donc est-ce que c'est vraiment eux qui ont fait la différence? Je sais pas. Mais ce qui se passe surtout, c'est que quand ils rentrent, bah déjà on a un peu plus le pied sur le ballon. Quand t'as Keshta au milieu de terrain, c'est vrai que ça change un petit peu. C'est vrai que tu pars avec 3 milieux défensifs, là tu mets un offensif, donc moi j'aurais peut-être préféré le garder quand même pour la première mi-temps, parce que c'est vrai qu'on voyait que les transitions n'étaient pas terribles. On a laissé quand même beaucoup de longs ballons devant. On perdait beaucoup de balles quand on arrive au milieu de terrain, et c'est vrai qu'un Keshta, je pense, aurait fait du bien. Pareil pour Ayew, je trouve qu'il est plus technique que Kuka. Et bon, après, comme disait Vivien, c'est vrai que Ayew, malheureusement, il peut pas être titulaire à tous les matchs. Donc en ça, Kuka, pour la rota, il fait du bien. Mais ouais, c'est vrai que j'ai trouvé un peu dommage que Keshta soit pas titulaire d'entrée. Et bon, après, voilà, c'est fait. Mais j'espère qu'on le reverra contre Monaco dans le milieu de terrain. Voilà, en tout cas, fin du match, 2-1 pour le PSG. Honnêtement, voilà, quand on est allé au parc, en tout cas avant d'aller au parc, personnellement, je m'attendais à ce qu'on prenne une rouste. Je pense qu'on est nombreux, dans ce cas, notamment si on suit le Donkel Challenge sur Twitter. Messieurs, question toute simple, quel goût vous laisse ce match face au PSG? Ça aurait quand même pu être pire, Thomas, n'est-ce pas? Oui, ça aurait pu être largement pire. Quand tu sors d'un 5-1 contre Rennes, forcément, tu as un peu les chocottes avant d'aller à Paris. Voilà, on va dire que l'essentiel est sauf. Il fallait préserver le peu de goal average positif qu'on a par rapport à Saint-Etienne, avec qui on risque malheureusement de se battre pour le barrage. Donc, ça, de ce côté-là, c'est fait. On garde quelques buts précieux d'avance. Après, moi, le match m'a paru relativement insipide. C'est-à-dire, on est venu, on a fait ce qu'on pouvait. Paris a fait ce qu'il avait à faire sans trop forcer. Voilà, c'était peut-être le match le plus prévisible de la saison, à part le score qui aurait pu être différent. Donc voilà, comme je disais, les seuls enseignements intéressants à regarder, je pense, c'est le fait qu'on a réussi à être un petit peu, à se mettre un peu au niveau des Parisiens en deuxième mi-temps. Ça doit amener de la confiance, et ça doit amener des bases un peu plus sereines pour les 4 derniers matchs. Romain, toi voilà, je t'ai lancé en début. Qu'est-ce que toi tu as pensé depuis le parc? Quel est ton sentiment final suite à cette rencontre? Bon, Thomas a tout bien résumé. Je pense que insipide c'est le bon mot. Goal average aussi, c'est le bon mot. On n'avait pas grand-chose à espérer, voire rien à espérer de ce match-là. Donc voilà, enfin repartir à 2-1, voilà, avec des Parisiens qui n'ont pas forcément tout donné. En tout cas, il y avait pas aussi tous les titulaires. Est-ce qu'il faut qualifier ça d'un bon résultat quelque part, presque. Ouais, effectivement. JC, est-ce que toi tu penses que c'est un bon résultat entre guillemets, parce qu'on ne perd que un but au goal average du coup? Alors que Saint-Etienne, par exemple, a perdu 6-1 de mémoire à Geoffroy Guichard. Là, nous, on perd qu'un but. Non, mais c'est vrai que le goal average a avoir son importance. Et donc perdre que 1-0, ça peut ressembler à un bon résultat. Après, franchement, on perd quand même, quoi. Je veux dire, donc on prend 0 points, donc on peut pas se satisfaire non plus de cela. Donc oui, c'est bien, on n'a pas pris une rousse, mais bon, peut-être qu'on aurait pu faire un peu plus en fin de match et tout faire pour égaliser, parce que je pense qu'il y avait quand même la place pour faire un petit peu mieux. Voilà, donc peut-être pas gagner, mais voilà, je pense qu'on aurait pu faire le nécessaire pour prendre un petit point en fin de match. Voilà. Vivien, tu ressors pas avec des regrets quand même après cette rencontre? Des regrets, non, mais en fait, moi, je me suis contenté à la fin du match de notre défaite de 1, parce que pour moi, l'objectif vraiment premier, au-delà d'un exploit qui aurait été un match nul ou une victoire, c'était surtout de ne pas prendre de valise. Donc moi, une perte de 1 but nous permet de quitter le match sans voir fondre notre avance au goal average par rapport à Saint-Etienne. Et déjà sur ce score, je suis, on va dire, satisfait entre guillemets, et surtout au niveau du contenu de la seconde période, qui m'a rassuré, parce que faut pas oublier qu'on sortait quand même d'une sacrée volée à domicile contre Rennes,
où moi j'avais vraiment peur à l'issue du match contre Rennes qu'on retombe dans un cycle vraiment négatif et que tous nos 2 derniers mois qui étaient vraiment bons au niveau du contenu et au niveau des points acquis soient effacés d'un revers de main et ça n'a pas été le cas. J'ai retrouvé l'équipe avec le même état d'esprit que celle qu'on avait rencontré avant la défaite contre Rennes. Donc moi, ça m'a rassuré de ce point de vue-là, quoi. Donc voilà, à la fois une défaite avec un petit écart de points et puis un contenu qui me rassure pour la suite. Ouais, effectivement, parce que pour rappel, on avait pris quand même 5-1 contre Rennes avec une équipe complètement absente. J'ai pas d'autres termes. Enfin, c'était le jour et la nuit, donc effectivement, je te rejoins là-dessus. Ça nous met plus ou moins en confiance, en tout cas dans de meilleures dispositions pour affronter Monaco samedi et puis d'affronter le Ça maintien. donne aucune garantie, hein. Ça donne aucune garantie sur ce qui va se passer. Derrière, je peux pas vous dire si on va gagner, faire un exploit contre Monaco samedi prochain. Mais ça nous permet quand même, je pense, dans la tête des joueurs, ils vont aborder le match de Monaco avec une approche beaucoup plus positive que s'ils avaient dû faire ça après la rouste contre Rennes. Hein, la confiance sera pas la même, ça c'est certain. Et le match de notamment Mathieu Gorgelin, je pense que ce match est hyper important en tout cas pour Mathieu Gorgelin pour affronter les 4 derniers matchs. Thomas, tu voulais rebondir. Oui, je pense que ce qui est le plus intéressant dans ce match-là, finalement, c'est que ça permet de classer le match contre Rennes au rang d'accident. Parce que ce week-end, même contre Paris, on a essayé de rejouer un petit peu, on a retrouvé un peu plus de vertu, on n'a pas été absent, comme tu dis, pendant 90 minutes, parce qu'effectivement, contre Rennes, c'était quand même une espèce de grande traversée du désert. Donc voilà, ça permet aussi de se rassurer, de dire bon voilà, on n'est pas redevenu cette équipe de la première partie de saison, on est capable de créer des choses. Le but, mine de rien, qu'on marque, il doit rien à personne. On a réussi à se créer quand même quelques occasions intéressantes. Donc voilà, ça permet aussi de se dire que voilà, Rennes c'était un jour sans, c'était une foirade collective. On a remis le bleu de chauffe, on a fait un match qui est mine de rien pas si dégueulasse que ça à Paris. Et voilà, Rennes c'était un accident. Maintenant, on se concentre sur les 4 derniers matchs. On savait qu'il y avait très très peu de chances d'aller prendre un point à Paris, donc voilà, il n'y a pas de surprise non plus. Mais voilà, je pense que ça peut amener aussi reconsolider un petit peu l'état d'esprit qui, si on avait pris 2 roustes à la suite, aurait été compliqué de se remobiliser pour les 4 derniers matchs. Là, pour le coup, voilà, on a quand même été consistant par moment, donc ça nous permet d'entrevoir les 4 prochains matchs avec un peu plus de sérénité, c'est pas le bon mot, mais en tout cas avec un peu plus de sans doute d'envie et de mordant. Ça marche. On a fait rentrer le chat noir de l'équipe. Bonsoir, monsieur CSC. Comment ça va? Bonsoir à tous. Bon, je vais pas rester longtemps. Je suis au travail, les gars. Je suis désolé, mais je suis là. Ça roule. Quelques minutes, mais je suis là. Salut gamin. Salut gamin. Il pourra dire ça à tous les spectateurs, je suis sûr. Il arrive au moment parfait. La deuxième partie d'émission, l'opération maintien et l'opération remonter le moral du capitaine des bisounours. Parce qu'effectivement, après la rouste pris à Rennes, moi j'ai pris un coup dans la tête et j'ai besoin de vous. J'ai besoin de vous, chers amis, pour reprendre confiance, en tout cas aller un peu mieux. Et je suis pas le seul, a priori, si j'en crois les commentaires, parce que il y en a qui ont besoin de vous. C'est pas une calinothérapie, mais voilà, on va essayer de trouver les arguments pour garder espoir. Question toute simple pour commencer. Au vu des résultats du week-end, notamment la victoire scandaleuse de Saint-Etienne hier soir, est-ce que vous croyez encore au maintien? Thomas, d'ailleurs, je crois que tu voulais revenir sur ce qui s'est passé hier à Saint-Etienne. Et on va peut-être même faire une belle parenthèse là-dessus parce que ça pourrait avoir son incidence sur la suite. Juste une petite question vite fait à Thomas. Est-ce qu'il a pris un Doliprane là, juste avant de parler? Bon, ça dépend. Si la bière c'est du Doliprane, ouais, j'en ai pris un. Il a pris un Doliprane, je pense plutôt. Alors Thomas, dis-moi, est-ce qu'on on revient vite fait sur ce qui s'est passé hier soir? Tu préfères pas que je te parle de maintien parce que si je parle de Saint-Etienne, je vais avoir des mots très très vilains. Vas-y, j'aime les mots vilains. Non, alors, je sais même pas par où commencer.
Allez, on va remettre les choses dans le contexte si tu veux. À la rigueur, je te donne deux événements et on retourne à ce niveau-là. Non, mais alors, ouais. Vas-y. Lucas Tassin marque son premier but à la 10e minute. Là-dessus, pas de problème. Quelques minutes après, il fait une faute. Il écrase son pied sur la cheville d'un Lyonnais, qui est en l'occurrence Tolisso. Il le blesse d'ailleurs par la même occasion. L'arbitre sort pour le coup un carton rouge. Il est appelé par la VAR et après visionnage des images, il revient sur cette décision, mais un carton jaune. Pour rappel, Mwanga avait pris rouge et 2 matchs de suspension par le même arbitre sur le même type d'action. Quelques matchs passés, je ne sais plus contre quelle équipe. Contre Toulouse. Voilà. Et la direction de l'arbitrage, pour info, a désavoué le Texier et confirmé après coup que Stassin aurait dû être expulsé. Bon, ça nous fait une belle jambe, mais ça aurait quand même, ça changera pas le résultat, mais pour info, Stassin a quand même marqué le 2e but de Saint-Etienne alors qu'il aurait jamais dû être sur le terrain. Donc voilà, premier scandale. Est-ce que tu veux revenir là-dessus? Ah bah la VAR a complètement foiré, l'arbitrage de manière générale a complètement foiré. Paradoxalement, le Texier pour le coup avait vu le rouge direct. Il commence par un rouge et qui était, je pense qu'on est tous d'accord. De toute façon, la direction de l'arbitrage est revenue dessus. Il y avait complètement faute. Effectivement, c'est assassin, c'est dans le dos en plus. Je sais pas si tout le monde a bien vu le match, mais il est dans le dos de Tolisso, donc il lui agrippe la cheville, il a aucune chance de prendre le ballon. C'est vraiment une faute de petit jeu vilaine et méchante. Le rouge est totalement justifié et la VAR, tu sais pas pourquoi elle l'appelle. Alors que voilà, je veux dire, la VAR, ils ont les images, ils les voient quand même. Et puis influencé plus ou moins par la VAR, encore que j'ai écouté la vidéo qui a été mise en ligne par la direction de l'arbitrage. Ouais, il n'y a pas non plus de forcing, on va dire. Il se déjuge et du coup, effectivement, il laisse Stassin sur le terrain et Stassin qui va donc marquer le but de la victoire, puisque Saint-Etienne l'emporte 2-1. Voilà, c'est encore un grand moment de l'arbitrage français en Ligue 1. Je vais pas ouvrir le dossier d'arbitrage parce que je pense qu'on n'a pas le temps ce soir, mais c'est quand même moi ce qui m'interpelle, au-delà de la comparaison que tu as fait avec mon gars, qui est très très bonne effectivement, et j'avais remis les images hier, c'est que l'arbitre Le Texier, il fait un très très bon match en Ligue des Champions, pas plus tard que mercredi si je dis pas de bêtises, et t'arrives le dimanche en Ligue 1 et le gars il fait il fait des erreurs vilaines qui changent le cours du match, qui vont faire que nous peut-être on va paumer notre maintien parce que effectivement les 3 points là, si Saint-Etienne était à 3 points, on serait un peu plus serein ce soir. Voilà, je comprends pas pourquoi l'arbitrage en Ligue 1, est-ce que c'est le contexte, est-ce qu'il y a des consignes qui sont pas bonnes, mais enfin voilà, ça devient déprimant. Et malheureusement pour nous à vrai, bon, on s'est déjà pris pas mal de fautes d'arbitrage direct contre nous, mais même maintenant dans les autres matchs, ça commence à avoir un impact sur nous, ça fait beaucoup. Et pour tous ceux qui disent que ça compense sur l'année, je suis désolé, alors j'ai pas le temps, je ferai peut-être ça cet été si j'ai le courage. Mais je pense que si on fait le calcul, clairement, nous, on n'a pas été compensé cette saison, clairement. Romain, tu voulais rebondir après notre ami CC qui voulait réagir. Ouais, je voulais juste revenir sur l'échange VAR et les arguments amenés par les arbitres qui échangent et l'arbitre de terrain qui dit qu'il croyait au début, enfin qu'il a mis rouge parce qu'il croyait que le pied était plus haut, qu'il était au niveau du genou et qu'il allait lui péter le genou. Mais en fait, je vois pas. Enfin, c'est pas un argument en fait. Je vois pas pourquoi on transforme en jaune parce que le pied est plus bas et qu'il est au niveau de la cheville. Quand on voit comment le pied se tord et encore une fois la position d'où arrive Stassin, j'ai absolument pas compris l'échange VAR en fait. Il est lunaire aussi l'échange. Il y a clairement rouge sur la faute. Et puis ouais, on dit que finalement l'arbitre il a été mauvais, oui, parce qu'il se déjuge, mais il est influencé par la VAR et les images. Mais sur le premier coup, il est bon finalement puisqu'il met rouge et qu'il y a vraiment rouge en fait. Mais ouais, voilà, donc juste pour ceux qui n'ont pas encore écouté l'échange VAR, vous verrez. Moi, j'ai pas compris les arguments avancés sur la hauteur du pied, le genou, la cheville. Pour moi, c'est pareil, quoi. Il y a la même intention de faire faute. Ouais, dans tous les cas, ça veut dire que tu as le droit de péter une cheville, mais pas le droit de péter un genou. Ouais, c'est ce que ça veut dire, ouais, tout à fait. Quentin, tu voulais rebondir, toi, sur ça, je suppose. Ouais, puis il y a un autre argument qui m'exaspère aussi, c'est que je suis obligé de parler de l'OM, voilà, ça va tomber encore là-dessus, mais je parlerai aussi de PSG Monaco, parce que c'était le Texier également. Mais pour l'OM, il colle un rouge à Harit sur le pied haut sur Marquinhos. Il dit à la fin du match que vu la trace de la blessure, etc., et qu'il avait attendu patiemment de voir ce que Marquinhos avait vraiment, ce qu'il avait vraiment sur comme trace avant de mettre le carton rouge.
Derrière, contre PSG Monaco, il met même pas le rouge sur Singo qui écrase la face de Donnarumma. Là, hier, je ne comprends pas. Donc, il met rouge, il revient au jaune après les images de la VAR. Tolisso repart sur Civière, donc il simule même pas. Il va même pas. Enfin, moi, je comprends pas. Je comprends pas pourquoi il remet même pas le rouge derrière, en fait. Parce que même en Ligue 2, un joueur qui sort sur Civière sur une faute assez grossière, l'arbitre, il réfléchit même pas 2 secondes. Il a déjà le fait plusieurs fois, il l'a fait à Martigues cette année, où il colle le jaune et le joueur d'Amiens sort sur Civière, il met le rouge. Même en Ligue 2, ils sont capables de se déjuger et de faire un truc propre. Je ne comprends pas. T'as l'impression effectivement qu'ils réfléchissent plus et que la VAR réfléchisse à leur place dans ces cas-là. C'est quand même dramatique. Comment mince. Je suis désolé, j'ai un trou de mémoire. T'inquiète pas. Si ça te revient, t'hésites pas. Non, mais enfin, je sais plus qui l'avait dit en cours de saison pendant le Space que la VAR n'était pas une bonne chose par rapport à ça, et c'est clairement ce qui s'est dépassé hier soir en fait. La VAR est censée être un outil pour les aider à mieux arbitrer, en tout cas à rectifier des erreurs. Là, pour le Mais coup, ils font plus de conneries à l'année qu'en fait, voilà. Donc bon. C'est ça. Et là, au contraire, il rectifie une bonne chose. Il la transforme en connerie, et du coup, il pénalise Lyon et indirectement nous pour la lutte au maintien, dans le maintien. C'est un pur scandale. C'est un pur scandale. Et la direction de l'arbitrage le lendemain, oui, effectivement, le Texier aurait dû laisser rouge. Mais qu'est-ce que ça change à rien? C'est que le Texier, c'est 1 heure après le match qui s'excuse auprès de tous les Lyonnais dans les vestiaires. Enfin, elle est irréelle cette image. C'est incroyable. Je sais pas ce que vous en pensez, les gars. Vivien, ouais, au-delà de la décision de Texier de revenir sur le carton rouge, en fait, je pense qui scandalise aussi pas mal les gens par rapport à l'intervention de la VAR, c'est que, mais c'est une problématique qui est à la VAR qu'on parle depuis longtemps, c'est que on attendait avec la VAR véritablement que ça sécurise les décisions arbitrales, que grâce à la VAR, des décisions arbitrales qui étaient contestables, enfin, ça devienne que les décisions deviennent infaillibles, et on se rend compte que c'est pas le cas. Alors avant, quand il n'y avait pas la VAR, on laissait toujours un peu plus ou moins le bénéfice du doute à l'arbitre. On se disait bon bah s'il est humain, ou il est incompétent, mais une erreur, mais voilà, il faut qu'il prenne une décision en temps réel. Et il n'a pas d'outils, il n'avait pas jusqu'à alors des outils qui lui permettaient de se contredire ou de prendre une autre décision qui était la bonne. Là maintenant, les arbitres ont des outils performants, aidés par des collègues qui sont dans le camion, et malgré tout, ils continuent à prendre des mauvaises décisions. Et c'est ça que les gens comprennent pas. C'est là-dessus, ça amplifie le degré de mécontentement et de la part d'un arbitre de niveau international qui a arbitré quelques jours plus tôt, si je me trompe pas, la rencontre entre Real et Arsenal, je crois, c'est ça, si je me trompe pas. Oui, parce que Arsenal a viré le Real. Ouais. On se dit, mais putain, le mec, il fait partie certainement du top 5 des arbitres mondiaux, et quand le camion de la VAR lui montre ces images-là, il se déjuge, quoi. Il dit, mais pas possible. Soit on se dit, soit on en arrive à des situations de théorie du complot, à se demander s'il y a pas. Alors moi, c'est pas mon avis, hein, mais c'est un complot, soit c'est de l'incompétence à haut niveau. Mais de la part d'un mec qui est censé être dans le top 5 de l'arbitrage, si c'est de l'incompétence, ça pose question, quoi. Donc, et ça pose des questions sur le niveau de l'arbitrage, quoi. Ben, c'est dingue. Et puis en plus, au niveau européen, du coup, on va dire, waouh, les arbitres français, génial. Faut les mettre en finale de Ligue des Champions, en finale de Coupe du Monde, ils sont super. Alors que nous, tous les week-ends, ils font de la merde, il faut le dire, et ils faussent totalement le championnat. Bon, bref. JC, je te laisse la parole. Ouais. Je vais prendre une camomille. Une dernière pièce dans la machine de la VAR, mais bon, à la base, la VAR, c'est quand même pour intervenir quand il y a une erreur manifeste. Et là, je suis désolé, il n'y a pas d'erreur manifeste. Et ce que je comprends pas, c'est que quand on écoute l'enregistrement audio, c'est que j'ai l'impression que même dans la façon que c'est, on voit entre le direct et l'audio, c'est que quelque part, il parle toujours avec le mec de la VAR. Parce que tout de suite, il sort le rouge, et donc certainement qu'il y a des Stéphanois qui vont voir les Texier, et puis il lui dit tout de suite, non mais de toute façon, ça va être checké, on va regarder.
Donc c'est-à-dire que le mec il sort un rouge qui me semble être sûr de lui dans son geste, puis finalement il est même peut-être pas sûr de lui parce que il parle tout de suite du genou. Donc en fait alors que c'était vraiment, on voit bien que c'était sur le pied, voire cheville. Et là il y a une discussion avec effectivement l'arbitre de VAR, mais mais je suis désolé, c'est pas une erreur manifeste. Et en plus, le mec sort derrière sur civière. Donc, est-ce qu'il y avait vraiment besoin de se précipiter sur comme ça pour prendre une décision d'annuler le rouge, alors qu'en fait, manifestement, il y avait vraiment une grosse faute. Donc, franchement, c'était du ridicule. Et moi, personnellement, en tant qu'avray, j'ai un gros sentiment d'injustice sur ce type d'événement. En tout cas, Si je peux me permettre, juste pour compléter ce que dit JC. Alors, c'est normal que le Texier dise ça va être checké parce que c'est la VAR check systématiquement les cartons rouges et les pénaltys. Donc lui, il sait que de toute façon la VAR va au moins vérifier. Après, effectivement, la VAR peut ne pas l'appeler en disant il y a pas d'erreur manifeste. Mais lui, il sait que du moment où il a mis un carton rouge, de toute façon la VAR elle se déclenche. Comme disait Jean Bière, à mon avis, ils étaient encore en train de manger un hamburger. C'est ce que tu voulais dire? Tu m'as piqué. Pardon! Enfin, c'était l'improvisation totale. Excuse-moi. Enfin, pardon. Je te piquerai plus tes vannes, promis. Et en tout cas, autre fait marquant. Promis, après on arrête de parler de Saint-Etienne, puisque bon, même si ça nous concerne, on parle du maintien, mais autre fait marquant très important, c'est l'arrêt du match à la 44e minute suite au jet d'une pièce de monnaie sur la tête de l'arbitre de touche. Match interrompu pendant 45 minutes, puis reprise grâce à un Doliprane ou à un bisou magique de Vincent Labrune, ça on saura jamais. En tout cas, dans les cas précédents, Romain, est-ce que tu peux nous rappeler les sanctions qui avaient été prononcées à l'époque, s'il te plaît? Alors je peux, ouais. Donc pour ceux qui auraient regardé l'équipe de Greg tout à l'heure sur l'équipe, sur la chaîne d'équipe, ils ont rappelé un peu les sanctions précédentes pour jet de projectiles. Alors pas forcément à destination de l'arbitre, mais jet de projectiles. Donc en 2000-2001, Strasbourg-Metz, c'était un huis clos qui avait été décidé. En saison 2016-2017, Metz-OL, c'était un huis clos partiel et moins 3 points de sursis. Et après, ça s'est durci exprès. En 21-22, Montpellier-Clermont, c'était un huis clos et moins 1 point. Et en 21-22, cette même saison, OL-OM, huis clos et moins 1 point aussi. Donc voilà, nous on est suspendu aux lèvres là de la possible décision qui va être prise de retirer des points ou au moins 1 point. En tout cas, sur les 2 derniers cas, il y a eu 1 point de retiré. Bon, 1 point de retiré, ça vous arrangerait quand même, les gars, Thomas? Pardon, Thomas, il était en train de se changer. T'es en pyjama, c'est bon? Ah bah du coup, il a perdu son... Ah, c'est bon, t'es là. Pardon, Thomas. On t'entendait plus. Ouais, c'est bon, c'est bon. Je disais, ça nous arrangerait carrément, parce que maintenant, tout ce qui nous tient de Saint-Etienne, c'est le goal average, et pas si épais que ça. Je crois qu'il y a 4 ou 5 buts d'écart. 4 buts. Donc, ouais, s'ils peuvent perdre 1 point, ça nous arrange fortement, on va pas se mentir. Après, voilà, on va scruter. Je crois que c'est mercredi, la commission quel statut. On va scruter. On aura une réponse d'ici 6 mois, non? Ils sont assez longs. Non. Là, ils sont obligés d'être rapides. C'est la fin du championnat, donc il faut qu'ils statuent avant ce week-end. Pour Lyon, comme pour nous, comme pour Saint-Etienne, il faut qu'on sache rapidement à quoi s'en tenir, quoi. Bah écoute, moi, personnellement, je leur fais pas confiance. je suis peut-être en mode parano, mais la Ligue, honnêtement, j'y crois pas. Et la commission de discipline, ce sera la même chose. J'y ne crois absolument pas. Je sais pas vous, mais c'est compliqué. On a notre ami lyonnais, on va dire, le plus havrais des Lyonnais qui vient de nous rejoindre. Salut Piki. Salut camarade, tu nous entends? Eh ben, il est plus là, si? Non, je suis là. Si, je suis là. Bah, il est là. Je te vois plus. Non, bon, bah, tant mieux. Je t'en prie. Non, mais réponse le 11 mai. 11? Merde, ça fait un peu long quand même. Non, mais ce qui s'est passé hier, enfin, moi, j'étais dans un bar parisien avec des Lyonnais hier, et ce qui s'est passé hier, c'est scandaleux. Enfin, je veux dire, ce qu'on a vu au stade Saint-Étienne, c'est... Alors, je suis pas neutre, moi, je suis pas... Évidemment, mon cœur est ici les Marines, mais je vais très souvent au Parc OL, et j'ai fait des déplacements à Saint-Étienne. Ce qui se passe là-bas, mais c'est des fous furieux, c'est des animaux, les mecs. Oubliez pas ce qui s'est passé pour la montée d'Auxerre il y a 2 ans, à tir tendu dans le couloir avec des fumigènes. C'est un merdier, ces gens-là. Donc, à un certain moment, il faut qu'il y ait des sanctions et que ça s'arrête. Je pense que dans notre assemblée, il n'y a que des gens raisonnables
et bienveillant. Moi qui ai un peu plus le même âge que Vivien et peut-être mais un peu plus de cheveux, je te taquine Vivien. Moi, je te parle plus, moi, je te parle plus. Oh la balle perdue. J'ai 56 ans, je sais pas, je suis jamais allé au stade pour me battre, quoi. Enfin, je veux dire, c'est quoi ça? Enfin, c'est un truc de fou ce qui s'est passé hier soir quand même. Voilà, c'est un truc de fou. Mais comme il y a eu du bordel il y a du bordel à Marseille et comme il y a du bordel aussi à Lyon avec l'histoire Payet il y a 2 ans, c'est inadmissible. Donc tant qu'il n'y aura pas des sanctions comme en Angleterre ou comme en NBA ou si tu balances un truc ou si tu rentres sur le parquet, tu dégages à vie du stade, ça ne s'arrêtera pas. Donc là, est-ce que la LFP et l'arbitrage, enfin en tout cas la LFP, la commission de discipline, va se saisir du truc pour aller au fond du problème et sanctionner très durement ce qui s'est passé, bah, il faut le souhaiter, sinon c'est la mort du truc, quoi. Enfin, je veux dire, c'est pas possible, on peut pas continuer comme ça. Enfin, moi, je me suis pas senti. Alors, moi, Romain, j'étais pas très loin de toi, parce qu'on était du même côté du stade, j'ai vu tes photos. Moi, je me suis pas du tout senti en danger au parc, je trouvais que c'était très familial et c'est très aseptisé, hein, au contraire. Hein. Mais, enfin, je sais pas. Moi, ce que j'ai vu hier, enfin, ça me détruit, quoi. Enfin, franchement, je trouve ça, voilà. Et concernant l'histoire de Stassin, n'oublions pas que Stassin, non seulement il sort pas, et du coup, il reste sur le terrain. Donc, du coup, il va continuer à jouer pour Saint-Étienne les prochains matchs. Sauf s'il y a une commission de discipline qui décide quand même de lui mettre un red flag, mais enfin, voilà. Ça serait quand même justice parce que, enfin, après, je sais pas si c'est possible, mais il a blessé Tolisso. Je sais pas comment est Tolisso ce matin, mais enfin aujourd'hui en tout cas. A priori, légère entorse du genou. Légère entorse du genou. Ouais. Et c'est quand même le meilleur joueur de l'OL ces dernières semaines. Il est nul en plus. Il vise la cheville, il lui pète le genou. Merde. Non, mais ouais. La faute, la main aussi. On voit cette histoire avec la main sur le ballon. Enfin, moi, je trouve ça complètement. Enfin, et puis l'arrêt du match, 40 minutes, tout ce qui s'est passé. Évidemment, sortir 50 000 furieux à Saint-Étienne quand tu connais les accès au stade, en plus, qui sont très difficiles là-bas. Je pense que c'est compliqué aussi sur un plan sécurité, mais il faut que ça soit sanctionné, quoi. Enfin, on peut pas continuer comme ça, c'est pas possible. Bon, je vous laisse continuer, chers amis. Voilà, mais tu es le bienvenu, cher ami. Tu es le bienvenu. C'est toujours un plaisir de t'entendre. N'est-ce pas. Allez, bonne soirée. Et je vous écoute religieusement. Oh. Merci pour tout. Merci pour ta fidélité comme beaucoup en tout cas. À bientôt. Merci. Salut. Quentin, tu voulais rebondir. Ouais, surtout, histoire de finir le dossier sur Saint-Étienne et leurs problèmes. Surtout que quand ils sont descendus de Ligue 1, Ligue 2, ils avaient déjà eu des retraits de points, non? Ils n'avaient pas commencé l'année Ligue 2 avec moins 3 points si, ou quelque plus chose que ça. C'était pas beaucoup plus lourd que ça? J'ai plus en tête, mais au moins ils ont déjà un dossier à la Ligue. Enfin, ils ont déjà un dossier en commission. Alors, je sais pas s'ils sursis, etc. Oui. Moi, je pense plus qu'ils sont dans les clous, mais à mon avis, ça va être sanctionné bien plus lourd. Oui, je et puis pense. les deux clubs, les deux COP sont quand même dans, je dirais, sous le regard noir de notre ami Retailleau. Hein. C'est quand même des assos qui sont sur le point d'être dissoutes. Souvenez-vous à Nîmes, un déplacement en Ligue 2 où les Magic et les Greens se sont battus dans le stade de Nîmes. Hein. Ça, c'était l'année dernière. Hein. Souvenez-vous de ça en début de saison. Hein. Donc ces gens-là sont fous. Donc à un certain moment, il faut qu'il y ait des sanctions irrémédiables alors il faut pas du plan le coup, mais il faut que ça s'arrête. On vient en foot aussi en famille, avec nos femmes, nos enfants. Voilà, moi j'emmène mon beau-père qui a 91 ans au HAC, oui, bien sûr, à Océane. Il faut que ça se passe bien. Ça reste un loisir et une passion. C'est pas un combat, quoi. Enfin, je trouve ça complètement stupide. Mais j'espère qu'ils vont se faire shooter. Mais vraiment. Voilà. Et c'est pas un peu tendu avec ton père de 91 ans, avec des gens comme Vivian en tribune latérale? Non. Ça va. Moi, je me suis avec les vieux, moi. Les plus de 70 ans, uniquement les vieux. Ceux qui sont fous, non. Non, ça va. Non, ça va. Non, à Océane, je trouve que c'est plutôt comme, enfin, voilà, c'est plutôt bon enfant. Mais de toute façon, après, il y a des faits gros stades. Saint-Étienne, c'est quand même, c'est bouillant et les derbies, bon, je pense que si demain on se le souhaite pas, mais si on retrouvait nos amis les culs rouges dans un championnat quelconque, il y aurait aussi beaucoup de tension. Voilà, c'est comme ça. Voilà. Bon, allez, arrêtons de parler de santé. Oui, pour info, ils avaient pris 6 points de pénalité. Voilà, c'est 3 avec sursis. Exactement. Quand ils sont descendus. Ah ouais, 6 points. Ah ouais. Okay.
Ouais, À une époque, c'était autant, ouais. Ah oui, bah oui, mais c'était mérité. Oh. On peut leur mettre 9 points de retrait, C'est retrait ce de que- 9 points, et comme ça on est On les tranquille. descend C'est ce que j'avais mis sur on les Twitter descendrait hier. de division. On les descendrait de division directement, ça serait mieux. Avec Match. Bordeaux. Tiens, les mecs Bordeaux National 2, tiens, hop. Non, Ah, moi, ça peut arriver. serait dur quand même, parce que franchement. Alors c'est vrai que bon, je suis un peu contre ce retrait de points quand même, parce que même si bon, c'est intolérable de voir le geste, etc. Mais en soi, sur le terrain, ils l'ont pas volé, et malgré les Ah erreurs de oui. Loïc Texier, ils ont fait c'est quand même un très gros match, quoi. Ouais, enfin, ils l'ont pas volé à 11 contre 11, alors qu'ils auraient Ouais. joué À sur un 12 mois, contre, à 12 contre 11, ouais, hein. À tu 12 peux le dire. contre 11, hein, ça fait quand même 2 jours de plus, hein. Et pour en Oui, non, revenir je suis d'accord, mais dans leur niveau, voilà, ils ont quand même fait un gros Ah match. oui, bien sûr, on peut pas leur enlever, hein. Non, non, ils ont fait le match qu'il fallait par rapport à leur situation. Mais bon, c'est vrai que ça. Et on est donc Lyon est visé, enfin Lyon est le premier concerné. Et puis nous, le HAC et d'autres clubs qui jouent le maintien peuvent se sentir lésés, hein. J'ai un copain qui est supporter de Nantes. Il se sent aussi lésé à juste titre parce que bah Nantes, Angers jouent aussi le maintien. Et le fait de voir arriver Saint-Étienne lancé comme un boulet de canon, parce qu'ils vont certainement être revigorés en termes de confiance suite à cette victoire contre Lyon, ça change beaucoup de choses dans la lutte pour le maintien. Enfin, ils vont à Mm. Strasbourg ce week-end, hein. Ça va pas être simple, hein, quand même. Donc, Ouais, on va en parler ouais, juste après, effectivement. Ouais. Mais pour en revenir au hack, j'ai trouvé, et j'ai répondu à Romain, j'ai vu qu'il avait aimé ma petite réponse ce matin. Je comprends pas pourquoi on n'est pas capable de mettre autant d'intensité dans le jeu quand on joue sa vie, comme on l'a fait samedi, ou sur différents matchs au Havre aussi. Hein. Pourquoi à un certain moment on met pas autant d'intensité de hack physique? Pourquoi je ne dis pas qu'il faut aller chercher du carton et mettre des tampons, mais à un certain moment, il faut montrer qu'on est là, Ouais. et ça, on ne le montre pas. Et ça, Ça fait 2 matchs que c'est comme ça, hein. Ça fait 2 matchs, effectivement, où on n'a pas pris de carton. Et j'allais en parler, justement, on peut en reparler après. Et effectivement, ce manque d'agressivité, ce manque de punch, il faut leur rentrer dans la gueule. Enfin, voilà, il n'y a pas d'autre mot. Il faut leur rentrer dedans. Que t'es le PSG, que t'es Rennes, que t'es qui en face, si tu luttes pour ta survie, bah, tu rentres dans l'art, quoi. Et à un moment, faut y aller. Et là, contre le PSG et Rennes, bah, j'ai l'impression que c'était des agneaux. Alors, on peut en parler ensemble si vous voulez. Thomas, tu voulais rebondir sur le sujet précédent et puis on va basculer sur le calendrier à venir. Oui, alors c'était juste pour confirmer, mais du coup tu l'as dit que oui, Saint-Étienne en 2022, du coup après leur descente, ils avaient pris effectivement 6 points de pénalité, dont 3 points fermes. Donc voilà, ils sont effectivement quand même, comme disait Piki, bien connus des instances pour les débordements réguliers. Il y a eu aussi effectivement les problèmes quand ils étaient descendus sur le terrain aussi. Donc voilà, après match pas volé, oui et non. Pas volé dans le jeu, ils ont fait ce qu'il fallait. Après volé, oui, parce que Stassin a rien à foutre sur le terrain de la 21e à la 90e minute. Donc il finit homme du match en plus, hein, donc c'est doublement du foutage de gueule. Alors que voilà, il aurait dû rentrer au vestiaire, et je pense que Lyon à 11 contre 10 aurait été capable d'aller chercher au moins le point du nul. Donc voilà, c'est encore une fois, eux on leur donne cette chance-là, donc ils l'ont très bien saisi. Mais c'est un match qui ne s'est pas déroulé comme il aurait dû se dérouler. Effectivement, et puis surtout que Stassin, bah, en ce moment, il plane totalement, il marque à chaque match. C'est le joueur majeur de Saint-Étienne, et bah, si Saint-Étienne avait été privé de Stassin déjà hier, le résultat aurait probablement pas été le même. Et puis surtout pour les matchs à venir, sans Stassin, ça aurait été plus compliqué pour Saint-Étienne, en sachant que voilà, il y a que lui qui marque, il y avait Cardona aussi, je crois, de mémoire contre Brest. Mais Stassin, c'est une pièce maîtresse de Saint-Étienne, donc ouais, ça fausse totalement le championnat. Alors Piki en a parlé tout à l'heure. On va amorcer le calendrier et voir votre avis sur les possibilités, les probabilités de maintien en tant que barragiste ou non du HAC. Prochaine journée, donc nous recevons Monaco. Reims, qui s'est donné de l'air mine de rien en battant Toulouse, va à Montpellier, donc autant dire on reverra par Reims. Je sais pas ce que vous en pensez. Derrière Nantes, eux reçoivent Toulouse, Angers reçoit Lille et Saint-Étienne donc va à Strasbourg. Thomas, la lutte pour le maintien, à ton avis, est-ce qu'elle va se jouer avec toutes ces équipes, ou est-ce que tu cibles uniquement Angers, Nantes, voire peut-être même que Angers?
Ouais, Reims, je pense effectivement, bon, ils sont relancés au bon moment. Et comme ils vont à Montpellier, et que Montpellier, bon, clairement, eux sont pas relancés, ils ont pris encore 5 ce week-end. Je pense que voilà, Reims, on peut considérer qu'il leur manque pas grand-chose et que ça peut être officiel dès ce week-end. Angers, c'est clairement l'équipe qui est la plus abordable pour nous à aller chercher si on veut regarder en haut. Nantes, après, Nantes, ils ont l'avantage d'avoir entre guillemets un calendrier plus facile que les autres. Mais voilà, ils jouent le PSG. Je crois que c'est demain le match décalé. Il me semble que c'est demain que c'est ça se joue. ça. Ouais. Tout à fait. Attention à voir comment tu ressors d'un match contre le PSG, parce que s'ils en prennent 6, ça peut commencer à cogiter. Surtout que, comme tu dis, maintenant c'est même plus qu'ils sont avec un peu d'avance sur le barragiste, ils sont avec un peu d'avance sur le premier relégable. C'est-à-dire que dans le cas le plus noir pour eux, ils perdent leurs 2 prochains matchs, donc celui de mardi, celui de ce week-end. Si nous on gagne et que Saint-Etienne gagne, je fais juste du calcul là. Tout ce petit monde-là se retrouve à 30 points pour jouer une place de barragiste et une place de descente directe. Donc ça peut vite faire cogiter. Angers, pour moi, je l'avais dit quand j'avais fait une vidéo sur le maintien. Je suis un petit peu de pub pour la chaîne en même temps. Ouais, non, mais très bonne vidéo au passage. D'ailleurs, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne de Thomas qui est vraiment très pertinente. Et surtout sur ses vlogs en direct du stade. Voilà, parenthèse fermée. Mais Angers, pour moi, c'est ceux effectivement qui sont le plus fragiles. Alors certes, ils ont gagné contre Montpellier, mais encore hier, c'était hier ou avant-hier, je sais plus quand est-ce qu'ils ont joué. Contre Nice, c'était vraiment pas foufou dans le jeu. Ils perdent que 2-1, mais parce que le but leur est donné. Il y a une boulette de Marcin Bulka qui fait une relance à la Gorgelin contre Rennes en début de match. Mais sans ça, sinon honnêtement, ils avaient pas vu le jour jusqu'au 2-0. Donc Angers, à mon avis, Le Havre et Saint-Étienne, là-dedans, tu as 2 des 3 qui finissent 17e et barragistes. Après, dans quel ordre ça va être la grande question. Il y a quand même pas mal d'équipes qui reprennent des points en bas du classement. Il y a personne qui est statique, qui est à l'arrêt, qui est en train de couler comme les Montpellier. Donc ça va être à ceux qui prennent le plus rapidement des points. Faut pas oublier aussi que Saint-Étienne, là je fais la page maintien plus large, Saint-Étienne a 2 derniers matchs beaucoup plus abordables. Donc eux aussi ils peuvent avoir de l'espoir. Ils vont à Reims, pour info, ils vont à Reims sur l'avant-dernière journée et ils reçoivent Toulouse sur la dernière journée. Voilà, donc c'est un match où si Reims et Toulouse sont sauvés, Toulouse normalement ça sera fait et Reims ça pourrait être fait. Voilà, c'est des matchs où tu auras une équipe avec le couteau entre les dents et l'autre qui sera peut-être un peu plus soulagé d'avoir fini sa saison. Donc voilà, nous on a malheureusement entre guillemets pas de match facile. Et puis de toute façon les matchs faciles, on pensait qu'on en avait un peut-être contre Rennes et puis finalement on en a pris 5. Donc voilà, il va y avoir des questions de dynamique. T'as quand même 4 équipes. Je vais inclure Nantes. Je pense que Reims on peut les mettre un peu à part. T'as quand même 4 équipes qui là ont 4 finales devant elles. T'en as 2 qui se sauvent et t'en as une qui finit barragiste qui peut encore se sauver et une qui plonge. Donc ça va être une lutte intense à 4. Et effectivement, on n'a pas le droit de refaire nous ce week-end ce qu'on a fait contre Rennes. On n'a plus le droit de se trouer. J'allais même pas dire lâcher un match, c'est même pas le bon mot. On n'a plus le droit de se trouer comme on l'a fait contre Toulouse par exemple, comme on l'a fait contre Rennes. Maintenant, il faut le couteau entre les dents. Il faut se foutre le cul par terre de la première à la 95e minute et puis voilà. Il faut sortir de cette saison. Si jamais on est relégué, il faut au moins sortir sans regret. Mais moi, je pense que le maintien ou au moins le barrage à minima, ça reste de l'ordre du réalisable. Romain, tu voulais réagir? Ouais, moi je me dis la vraie question quand on voit les points là au classement et le calendrier bien sûr, la vraie question c'est est-ce que dans l'état actuel des choses on ne peut pas aller chercher mieux que le barrage, étant donné qu'on est on est à 3 points d'Angers, donc on est à entre guillemets plus d'une victoire puisqu'il faudrait 4 points pour repasser devant Angers. Donc la vraie question c'est à l'instant T. Pour l'instant, ouais, pour moi on n'est pas en mesure de faire mieux que 16e cette année. Et donc il va falloir se battre parce que comme vous l'avez dit, Saint-Etienne qui termine à Reims et Toulouse, contre Reims et Toulouse, qui seront très certainement en tongue d'ici là. Voilà, je veux pas être pessimiste, mais ça paraît, en tout cas à date, ça paraît mal embarqué. Eh ben c'est bien tout ce pessimisme. Non, mais c'est vrai, soyons, enfin. Non, je suis d'accord avec toi. Je vois pas Saint-Etienne dans la charrette. C'est pas une question de voilà, on sera toujours derrière les Ciels et Marines et en Ligue 2 et en National et même plus bas, je m'en fous, c'est pas le problème. Mais là, quand on regarde voilà le calendrier et puis le classement actuel, ouais, pour moi ça va être non mais voilà, je le redis, pour moi ça va être compliqué. Ouais.
Mais après, le deal, il est simple. Hein. À l'instant T, alors effectivement, on va dire que les augures sont pas bons. Mais à l'instant T, t'es barragiste, t'as ton destin entre tes mains. Si tu veux rester barragiste, il faut faire au moins aussi bien que Saint-Etienne. Donc voilà, on a notre destin entre nos mains. Certes, on a un calendrier qui est vilain, mais en même temps, on a grillé tous nos jokers au fil de la saison. On n'a plus de jokers, donc maintenant, il faut bourlinguer, il faut y aller à fond, faut pas réfléchir, faut prendre des points. Mais si on fait aussi bien que Saint-Etienne, on sera au moins barragiste. Ouais, c'est vrai. Mais oui, mais t'as quand même tout dit en disant ça, parce qu'au vu du calendrier, faire aussi bien que Saint-Étienne, il va falloir, comme tu dis, y aller le couteau entre les dents, ouais, c'est clair. Je remets sur Reims, parce qu'on les excluait, on les mettait sauvés, mais Reims se déplace quand même 3 fois sur 4, bon, une fois quand même à Montpellier, mais ils vont à Nice, ils reçoivent Saint-Étienne qui peut être un match décisif, et après ils vont à Lille qui va certainement jouer une place en Europe. Ça va pas être si simple que ça non plus, le calendrier de Reims. Ouais. Je sais pas. Je sais pas trop quoi en penser. Pour moi, ils sont en dehors du game, Reims. À mon avis, eux, ils vont clôturer leur maintien dès le week-end prochain avec une victoire contre Montpellier et ça sera terminé. Je pense qu'il faut. Personnellement, pour moi, ça se va jouer entre Saint-Etienne, Le Havre, bien évidemment, et Angers. Hein. Les autres équipes, faudrait vraiment. Nantes va recevoir 3 fois hein, pour info sur. Et Nantes va recevoir Angers, parce que faut pas oublier les confrontations directes. On parlait de Saint-Etienne qui va aller jouer à Reims. Dans ces confrontations directes, les deux équipes ne peuvent pas perdre. C'est pas possible. Il y a forcément ou un match nul, ou un vainqueur et un vaincu. Donc, à choisir pour, par exemple, Nantes-Angers, vu la dynamique actuelle des deux équipes, je préfère que Angers perde à Nantes, que Nantes se maintienne, parce que je pense ils sont dans une meilleure dynamique. Tout simplement, Angers, c'est une dynamique totalement catastrophique. Ils ont battu récemment Montpellier en championnat. Mais tout le monde bat Montpellier en ce moment, donc c'est pas forcément une valeur étalon. Montpellier ils sont déjà en Ligue 2. Voilà, tout le monde les bat. Donc, mais je suis pas certain qu'Angers ils seront capables de marquer beaucoup de points d'ici la fin du championnat. Hein. Et ils ont une fin de saison de fou. Hein. Le match le plus accessible pour eux, c'est le déplacement à Nantes. Hein. Le reste des matchs, ça va être l'enfer pour eux. Donc, un derby Nantes-Angers, crois-moi que les Nantais vont vouloir faire descendre Angers. Hein. Donc, ils vont arriver le couteau entre les dents, les Nantais, ils vont vouloir les dégommer. Hein. Je vois pas Angers aller gagner à Nantes, par exemple. Au pire, Angers va faire un nul, parce qu'ils ont peut-être mis le bus devant Fofana, mais ils vont pas aller gagner à Nantes. Enfin, ça me paraît très peu probable. Et au regard des 3 autres matchs, j'ai plus les matchs en tête, mais je crois Lille à domicile, Strasbourg à domicile, et ils vont à Lyon pour la dernière journée. Voilà, avec des équipes qui vont jouer l'Europe. C'est un peu comme nous d'ailleurs, hein, à part Auxerre, nous c'est pareil. À part Auxerre, ouais. Ouais. Mais la dynamique est pas la même. Je trouve que nous on est quand même sur une bien meilleure dynamique que Angers. Nous on a quand même gagné des matchs récemment contre Montpellier, contre Nantes. On est allé gagner à Lille, à Lens, voilà. Sur les 8 derniers matchs, on est quand même pas dégueu. Alors que Angers, je crois, dans mes souvenirs, ils en sont à 6 défaites, un nul, une victoire, un truc comme ça. C'est pas la même. Hein. Donc moi globalement, par rapport à l'opération maintien, je pense que ça va être difficile d'aller chercher la place du maintien direct. Moi, je vise plutôt raisonnablement le barrage. Et ça va se jouer à pas grand-chose. Hein. Je crois que c'est difficile de faire des pronostics là. Hein. Ça relève plus de la voyance qu'autre chose, hein, parce que les matchs de foot, on l'a vu, hein, qui aurait parié sur une victoire de Saint-Etienne contre Lyon et un match nul à domicile 3-3 contre Brest, qui est une excellente équipe, même s'ils ont perdu hier contre Lens. Mais voilà, hein, tout est possible. Hein. Moi, je suis. Oui, qui aurait prédit que le Hack allait gagner 4-3 à Lens. Bien sûr. Personne, hein. Personne. Donc ouais, moi je suis incapable de faire des pronostics. Moi, tout ce que je peux vous dire à titre personnel, c'est que quelle que soit l'issue du championnat, vivement la trêve et qu'on passe à la saison suivante. Moi, je suis fatigué de cette fin de saison. Allez longue. Alors, je sais pas, je partage entièrement ton avis. Cette saison me lessive. Ah, c'est fatigant. Oh là là, j'ai envie d'être dans un mois à penser à autre chose que de la Ligue 1, qu'à penser au hack et à me projeter sur la saison suivante, qui sera, je sais pas, en Ligue 1 ou en Ligue 2, peu importe. Mais voilà, quoi. Voilà. Vider la tête de
de toute cette pression un peu négative dans le sens où je prends du plaisir à avoir mon équipe en Ligue 1, bien évidemment, d'aller dans les stades pleins, tout ça, c'est chouette, hein. Mais d'un point de vue émotionnel, c'est quand même pas. C'est dur, hein. C'est C'est pas dur le simple, maintien. hein. Ah, c'est pas simple. Ouais. Non, complètement. C'était beaucoup plus simple il y a 2 ans quand on jouait la montée. Hein. Il n'y a pas photo. L'approche n'était pas la même. Hein. C'était tranquille. On est tous les week-ends en disant de toute façon, on s'en fout, on va gagner. Ils sont imbattables. Là, cette saison, on n'est pas tout à fait dans la même démarche. Quoi. Donc ouais, à la fois impatient que ça se termine. Quand tu es supporter d'une équipe comme la nôtre, de toute façon, les 90% du temps, c'est pour en chier, hein, de toute façon. Donc, on n'est pas des footix parisiens, voilà. Quand on était en Ligue 2, on était souvent déçus parce qu'on nous promettait ou on espérait jouer à monter et chaque année on s'arrêtait au pied du podium ou voilà. Mais c'était pas non plus de la souffrance, c'était plus de la résignation. Enfin, dans mes souvenirs, au bout d'un moment, quand t'enchaînais 10, 12 années, 14 ans en Ligue 2, à la fin, aller dans un stade avec 5000 spectateurs, c'était la motivation des fois, fallait la trouver. Hein. Comme on est des passionnés, on continue. Moi, je continue à y aller. Mais là, c'est différent. Là, c'est pas la résignation, c'est la pression parce que c'est compliqué. Voilà, messieurs. Je sais pas s'il y en a qui veulent réagir par rapport à tout ça, mais effectivement, au vu du calendrier, etc., on n'est pas à l'abri de surprises. La dynamique des clubs, effectivement, est différente. Angers n'est pas dans un grand jour. Nous, si on fait abstraction du match contre Rennes, qui était, comme l'avait dit, je ne sais plus, Thomas, je crois, un accident tout à l'heure, qui effectivement était totalement un accident puisque boulette dès la première minute de jeu et puis derrière on prend 3 buts. Enfin, en tout, on prend 3 buts en 15 minutes. C'est un accident de parcours. Notre dynamique est plutôt pas dégueu. Le HAC peut aller chercher quelque chose. Si ce n'est pas un maintien direct, ça sera, écoutez, on passera par le barrage et puis on ira faire un petit tour du côté de la Ligue 2, voir comment ça se passe, en tout cas pour le barrage. Mais voilà, on a toutes nos chances d'y croire. Et comme d'habitude, on y verra plus clair ce week-end. Donc avec la réception de Monaco, je pense que le stade devrait être rempli comme un œuf. En tout cas, je l'espère. Et puis que le public va continuer son super taf comme il fait depuis le début de la saison, à pousser l'équipe à fond. Donc voilà, on verra. C'est à 17h, je crois, c'est ça, samedi, messieurs, le match contre Monaco. 19h. 17h, c'est Strasbourg, Saint-Etienne. J'allais dire, je crois qu'on joue le même jour que Saint-Etienne. Donc voilà. Écoutez, on verra. On va espérer et puis espérer qu'Angers se casse la gueule, là, comme on dit. On peut conclure? Qu'en dites-vous? Yes. Vous avez rien à rajouter? Eh ben ça marche. Merci à tous d'avoir suivi ce space. J'espère que vous en sortez avec le moral un peu plus haut. Pour ma part, ça va un peu mieux. Effectivement, de toute façon, il faut y croire jusqu'au bout. Et puis, comme l'ont dit très bien Romain et Vivien, qu'on soit en Ligue 1, en Ligue 2 ou en National ou ailleurs, on sera toujours derrière le HAC. Même si on aimerait bien goûter encore à la Ligue 1 une saison de plus quand même. Ça serait sympa. C'est sûr. Ça serait quand même sympa de faire chier Vincent Labrune et tous ces types-là. Donc voilà, nous on va se retrouver dans 15 jours après le déplacement à Auxerre, à moins qu'il n'y ait pas de trêve internationale entre deux, je crois pas. Je crois que c'est fini ça. Donc on va se retrouver dans 15 jours après Auxerre, de toute façon on vous redira sur les réseaux. Merci messieurs en tout cas d'être intervenus, merci Romain, Thomas, Vivien, JC, Clément qui n'est plus là, merci Piki. Merci à notre ami CSC aussi d'être venu. Merci à tous les auditeurs. Merci à vous pour votre fidélité. On espère que l'émission vous aura plu. Et puis, on se retrouve dans 15 jours. Et d'ici là, allez le HAC. Et malheureusement, il est pas là, notre ami Gilles, pour nous imiter Vincent Volpe. Mais on va dire allez le HAC. Et puis, à la prochaine. Bonne soirée à tous. Ciao, ciao. Salut à tous. Salut. Salut.